C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, un avion de chasse de la République démocratique du Congo qui survole l'espace aérien rwandais sans autorisation. C'est ce qu'a affirmé Kigali dans un communiqué. Il s'agirait d'un appareil russe, un Sukhoi 27. La RDC en a déployé 2 ce dimanche dans l'est du pays pour lutter contre l'avancée du M23. Kinshasa parle d'un incident. Nous serons à Kigali dans ce journal. Les pourparlers entre les autorités éthiopiennes et les rebelles du Tigré se poursuivent à Nairobi au Kenya après un premier round de négociations en Afrique du Sud. Objectif des discussions, transformer le cessez-le-feu en accord de paix durable. La correspondance à Nairobi dans un instant. Et puis l'ouverture de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. La 27e conférence des Nations Unies sur le climat s'est réunie avec pour objectif de tenir ses engagements. Le continent africain subit les conséquences des promesses non tenues par les pays les plus pollueurs. Nous irons à Saint-Louis au Sénégal où vous constaterez par vous-même les dégâts du réchauffement climatique. Et nous donnerons la parole à une ingénieure dont l'invention a changé la vie des agriculteurs. Ce sera à la fin de ce jour. Un Sukhoi 25 de l'armée congolaise a survolé dans la matinée l'espace aérien rwandais sans autorisation. C'est ce qu'affirme Kigali. La République démocratique du Congo, qui a déployé ce dimanche 2 avions de chasse russes pour lutter contre le M23, a parlé d'un incident. Un incident dans un contexte très tendu entre les deux pays. La correspondance à Kigali de Clément Di-Romain. Le gouvernement rwandais parle d'une provocation inacceptable suite au bref survol non autorisé d'un avion de chasse congolais. Kigali a publié un communiqué à la mi-journée affirmant que les autorités de Kinshasa ont reconnu l'incident et qu'aucune action militaire n'a été prise par le Rwanda. L'appareil est donc retourné en RDC à la base de Goma, une ville frontalière qui cristallise les tensions entre les deux pays. Le 31 octobre dernier, plusieurs milliers de personnes y ont manifesté contre le Rwanda. Kigali est régulièrement accusé de soutenir le groupe armé M23 qui gagne du terrain dans l'est du Congo. Le Rwanda réfute ces accusations. Ces derniers jours, des milliers de Congolais se sont engagés dans l'armée nationale à Goma dans le cadre d'une mobilisation générale. Alors malgré l'expulsion de l'ambassadeur rwandais de Kinshasa il y a environ une semaine, les relations diplomatiques semblent maintenues entre les deux pays. Les 2 ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés le 5 novembre en Angola pour relancer le dialogue politique et reprendre la feuille de route de Luanda. L'acte 2 des pourparlers entre les autorités éthiopiennes et les rebelles du Tigré. Après un premier round de négociations en Afrique du Sud, les discussions se poursuivent à Nairobi. Et l'enjeu est de taille, permettre de transformer le cessez-le-feu en accord de paix durable. Les médiateurs sur place sont optimistes. La correspondance au Kenya de Bastien Renouille. Il s'agit d'un premier pas dans la bonne direction après la signature de ce cessez-le-feu entre le Front de libération du peuple du Tigré et l'armée fédérale d'Addis Abeba. Ce sont les mots du négociateur en chef de l'Union africaine après l'ouverture d'une liaison téléphonique entre Addis Abeba et le Tigré qui permet d'avancer sur les négociations. Des mots prononcés alors qu'une nouvelle session de négociation a ouvert ce lundi à Nairobi entre les membres du TPLF et le gouvernement d'Addis Abeba. Des négociations qui devraient permettre de trouver des solutions à 2 points clés de l'accord, à savoir comment organiser la démobilisation des troupes tigréennes et comment permettre l'ouverture d'un corridor humanitaire en direction du Tigré. Il faut savoir que l'aide humanitaire est absolument nécessaire dans cette région. 90% de la population a besoin d'aide, qu'il s'agisse de soins ou encore de nourriture. Mais il faudra faire vite. L'accord prévoit que le TPLF a seulement 30 jours pour réaliser toutes les conditions d'Addis Abeba, sans quoi la paix ne serait pas possible. Mais les négociateurs ici ont de l'espoir, notamment Uhuru Kenyatta, l'ancien président kényan qui supervise les négociations. Il espère que la prochaine rencontre pourra avoir lieu à Mekele, la capitale du Tigré, et que la suivante sera organisée à Addis Abeba où pourront être célébrés des accords de paix. On en vient à la 27e conférence des Nations Unies sur le climat. Elle s'est ouverte ce dimanche à Sharm el-Sheikh, en Égypte, avec une question sur toutes les lèvres. Sera-t-elle enfin la COP des promesses tenues? Il ne s'agit pas que de prendre des engagements ou de les renforcer, mais de les respecter. C'est ce qu'attendent les Africains qui subissent de plein fouet les effets du réchauffement climatique. Caroline Lamboli. Des actions, pas des mots. C'est le mot d'ordre pour les pays africains lors de cette COP en Égypte. Si nous obtenons cette décision sur le financement pour l'adaptation, ce serait la cerise sur le gâteau.
Ne nous donnez pas plus de financement, s'il vous plaît. Juste concernant le financement que vous nous avez déjà promis, dites-nous simplement comment vous comptez faire. Rencontrons-nous 2 fois par an. Organisons des consultations, soyons transparents, rendons des comptes. Ce sera déjà un bon début. Même son de cloche chez le président sénégalais Macky Sall. Il a appelé les participants à faire l'histoire. Faire l'histoire en tenant nos engagements, tous nos engagements, dont celui convenu de 100 milliards de dollars par an pour soutenir les efforts d'adaptation des pays en développement et qui peinent à être entièrement réalisés. Les pays pauvres insistaient depuis des mois pour que la question des pertes et dommages soit abordée lors de cette COP. Ils ont obtenu gain de cause. La question a été inscrite sur l'agenda ce dimanche. Les pays africains sont responsables de moins de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais ils sont très exposés aux conséquences du réchauffement climatique. Lors de la dernière COP à Glasgow, les pays riches avaient bloqué une proposition pour mettre en œuvre un mécanisme d'indemnisation pour les pays pauvres. Ils ont préféré prolonger de 3 ans le dialogue sur le sujet. Vous l'avez entendu, les pays africains sont ceux qui polluent le moins et qui subissent le plus les affres du réchauffement climatique. En voici un exemple à Saint-Louis, au Sénégal. C'est une des villes les plus touchées par la montée du niveau de la mer. En 2018, le gouvernement a lancé un projet pour déplacer les populations des quartiers à risque dans une nouvelle cité. Mais vous allez voir que plus de 4 ans après, le projet n'est pas encore sorti de terre. Reportage de Sam Radpis et Elimandao. Gorumbach, quartier de Saint-Louis. Ici, l'avancée de la mer a englouti des centaines de mètres de littoral ces dernières années. Nombre de familles ont déjà perdu leur maison. Une digue de protection inaugurée en juillet contient les vagues, mais pour combien de temps encore? Pas question de partir pour autant pour ces pêcheurs traditionnels très attachés à leur terre. Nous sommes liés à jamais à la mer. Ici, c'est la terre de nos ancêtres. On ne connaît que la pêche. On ne veut pas vivre ailleurs. On n'acceptera jamais de quitter cet endroit. D'autres n'ont pas eu le choix. Ndeyanta a perdu sa maison il y a 4 ans, emportée par la mer. Elle réside aujourd'hui avec ses enfants dans ce camp de réfugiés climatiques. Venez voir où je vis. Ces logements provisoires accueillent quelques 1500 personnes dans des conditions difficiles. On est coupé du monde ici. Il faut faire des kilomètres pour trouver une épicerie. On n'a ni eau ni électricité. Et il fait beaucoup trop chaud dans ces logements. Ndeyanta devrait être relogé gratuitement dans cette cité en construction, financée par le gouvernement du Sénégal et ses partenaires pour près de 100 millions d'euros. Elle accueillera à terme 15 000 déplacés. Le nouveau quartier est situé à une dizaine de kilomètres à l'intérieur des terres, loin de la mer. Un défi pour attirer des pêcheurs. En termes de mobilité, ça pose problème. Mais je pense qu'en termes d'amélioration des conditions de vie, donc là, je dis qu'il n'y a pas photo. Parce qu'on a aménagé un site, c'est un site qui est assaini à 100%, assainissement eau usée, eau pluviale, des équipements communautaires de base tels que écoles élémentaires, collèges, postes de santé, marchés. Les responsables espèrent que les premiers logements sortiront de terre dans les 8 prochains mois. Et on va continuer à parler de l'environnement avec notre invité Dey Mariaïda Diguen. Cet ingénieur sénégalais spécialisé en génie civil a mis au point une innovation dans la construction d'espaces de stockage en matériaux durables. Bonsoir Dey Mariaïda Diguen, merci d'être avec nous. Alors votre invention a changé la vie des agriculteurs. Pouvez-vous nous en parler, nous dire comment vous est venue l'idée de cette invention ? Merci beaucoup, donc merci pour cette introduction. Comment m'est venue l'idée? Il y a des problématiques environnementales majeures au Sénégal. La première problématique, c'est celle de la gestion et de la valorisation des déchets, notamment plastiques. Il fallait mettre en place une solution qui va intégrer cette problématique-là. On sait que le Sénégal est un très très beau pays, mais que les déchets sont omniprésents dans notre quotidien, notamment les déchets plastiques. Donc nous avons considéré que ces déchets n'étaient pas des déchets, mais des flux valorisables, des matériaux qu'il fallait intégrer pour créer une solution pour l'agriculture, qui est l'une de nos activités principales. Nos agriculteurs
produisent en quantité, et l'autosuffisance alimentaire est notre objectif également au Sénégal, mais nous perdons dans des zones comme Kayar un tiers de notre production globale, puisque nous n'avons pas d'espace de stockage pour les conserver et pour les commercialiser sur le marché au bon moment. C'est un pont, cette solution, entre la problématique de la gestion des déchets et celle de la perte après récolte. Donc, en quoi consiste cette invention ? Donc, nous utilisons des pneus, des bouteilles, des sachets en plastique qui sont des déchets non biodégradables que nous intégrons dans un processus de construction que nous avons établi. Donc, nous mettons en place des hangars de stockage avec ces matériaux-là. Donc, ce sont des hangars de stockage 100% en matériaux recyclés, avec des matériaux locaux également, comme la terre, le TIFA, etc. Donc, c'est un processus de recyclage qui nous permet d'avoir une enceinte de stockage qui, pour le moment, peut avoir des capacités de 100 tonnes, de 30, 40, 50 tonnes, selon les zones. Alors, quelles sont aujourd'hui les difficultés des agriculteurs liées au climat ? Elles sont nombreuses. Les difficultés, c'est d'abord la variabilité climatique. On sait aujourd'hui que les pics de température sont extrêmement, fréquents. On a au Sénégal 2 saisons, la saison sèche et la saison des pluies, mais on voit qu'aujourd'hui, ces saisons-là ne sont pas vraiment bien définies. Cela veut dire qu'on a une modification au niveau des périodes culturelles, notamment avec des prospections comme l'oignon et la pomme de terre. Nous avons le phénomène aussi de l'ensablement dû au dépôt du sable au niveau des zones agricoles, la salinisation des terres qui est très importante. Nous sommes dans une zone essentiellement côtière, donc avec ce phénomène d'avancée de la mer, nous avons une salinisation des terres qui est vraiment présente. Et ça, ce n'est plus à l'échelle, disons, des hypothèses. Les agriculteurs disent sur le terrain qu'ils n'arrivent plus à produire correctement et au bon moment en raison d'un changement qu'ils sont en train d'observer dans leurs champs, dans leur périmètre agricole. Alors, est-ce que vous avez une autre idée d'invention? Est-ce que vous travaillez sur un autre projet pour aider ces agriculteurs? Alors, nous sommes essentiellement sur les pertes après récolte, puisque nous nous concentrons sur la problématique de l'autosuffisance alimentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Sénégal, nous pouvons atteindre, par exemple, l'autosuffisance alimentaire dans le domaine des pommes de terre, mais nous perdons énormément. Donc, ce maillon de la chaîne, nous nous concentrons beaucoup dessus. Bien sûr, notre invention s'est beaucoup améliorée. Ça fait 7 ans que nous y travaillons. Nous sommes en train de mettre en place également une solution de suivi au niveau des agriculteurs qui leur permettent d'accéder à l'information climatique. Puisqu'on s'est rendu compte que nous étions en fin de chaîne, presque en fin de chaîne, et qu'il fallait que les agriculteurs aient cette information-là au niveau de leur champ pour produire au bon moment et comprendre qu'il y a aujourd'hui des phénomènes qui se déroulent et qui peuvent perturber le cycle culturel. Alors, très rapidement, vous allez vous rendre demain à Sharm el-Cheikh. Quel est votre message aux pays les plus polluants notamment ? Mon message aux pays les plus polluants, ce n'est pas un message financier, c'est un message de prise de conscience. Parce que si nous ne prenons pas conscience que notre planète est en train de disparaître et que nous sommes tous sur la même planète, quel que soit le pays où nous sommes, les phénomènes extrêmes vont tous nous toucher. Et aujourd'hui, nous n'en sommes plus à l'heure des discussions, nous sommes à l'heure de l'action. Et si nous n'agissons pas, nous allons peut-être tous disparaître et les générations futures n'existeront peut-être pas. Merci beaucoup. Donc, chers pays polluants, stop à la pollution. Mettez en place des solutions durables. Changez le modèle de développement. Nous en avons besoin. Votre message est passé. Merci beaucoup, Dey Marie-Aïda Digue. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à Sarah Sako de nous avoir aidé à réaliser ce duplex. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.